Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec Putsch Media. Aujourd'hui, nous accueillons Annika Joeres, qui est correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Die Zeit. Bonjour Annika. Bonjour. Nous l'avons contactée parce que il y a quelques jours, elle a publié un article qui a fait couler beaucoup d'encre en France parce que le titre de cet article était l'absurdistan, traduit en français, disons. Cet article était dédié justement à la gestion du coronavirus ou surtout aux règles du confinement imposé en France pour ce deuxième confinement. Et vous avez commencé cet article avec l'histoire d'une femme de 83 ans qui a fait l'objet d'une amende, qui a reçu une amende. Vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi vous êtes parti? Ouais, voilà, c'est une histoire qui m'a marqué tellement que après je me suis mis à la recherche du reste de l'article. C'est une femme de 93 ans à Biarritz qui a voulu se baigner comme elle le fait depuis des décennies pour soigner son neuropathie, donc une maladie douloureuse des jambes. Et elle a été empêchée par, je pense, même 4 policiers, ce qui est déjà antaroche, je trouve, pour cette mamie, on va dire. Et elle pouvait pas, puisque c'est interdit dans le confinement de faire du sport nautique. Et donc ça, c'est juste un exemple dont il y a plusieurs, de l'absurdité et même des choses qui sont, à mon avis, presque dangereuses ou contradictoires parce que voilà, on empêche des gens à faire du sport pendant une période où c'est très important de se renforcer les défenses immunitaires et pour garder le moral aussi. C'est très connu que le sport est très important pour garder le moral. Donc là, c'est pratiquement impossible, déjà dans la mer, mais aussi de courir, par exemple, parce que qui veut faire 1 kilomètre, toujours le même kilomètre aller-retour, c'est quand même absurde. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce titre absurdistan autoritaire. Ouais. Et vous avez aussi rappelé que dans votre article que la confiance populaire en France vis-à-vis du gouvernement est au plus bas en Europe. En tant que journaliste allemande en France, vous voyez des signaux qui sont préoccupants de votre point de vue? Ah oui, oui, moi j'ai vraiment peur du développement, franchement, en France, parce que je pense que quand la confiance est tellement basse, c'est toujours la porte d'entrée de tous les extrémistes. Donc moi je pense que le danger d'avoir Marine Le Pen encore au moins au deuxième tour la prochaine fois, c'est vraiment pas du tout exclu. Enfin, pour moi, c'est même probable, vu que la méfiance grandit chaque jour, on dirait, en France. C'est vrai que normalement, des temps de grandes crises, comme on a maintenant avec l'épidémie du corona, normalement, c'est aux gloires des présidents. Par exemple, la chancelière Angela Merkel, elle n'a jamais été aussi populaire en Allemagne qu'aujourd'hui, grâce à sa gestion de corona. Même si c'est peut-être pas toujours justifié, je dirais pas ça, mais normalement c'est ça l'évolution de l'opinion publique. Pendant qu'en France, je pense que la confiance est tellement basse que voilà, les gens sont très pessimistes, ils croient pas que on va sortir bien de cette crise. Et ça, cette méfiance, ça se montre dans tous les sondages, même pour le vaccin. Là aussi, c'est un record, on va dire, européen, que les Français sont les moins aptes à se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas confiance dans les paroles du gouvernement. Et ça, c'est on va dire, le terrain très fertile pour l'extrême droite, notamment en France. Et en Allemagne, quelle est la situation, par exemple, vis-à-vis de l'attitude vis-à-vis des vaccins? Euh, oui, c'est beaucoup plus populaire. Enfin, je pense en Allemagne, c'est à peu près 80%, un peu moins, mais autour de 80%, qui disent qu'ils se veulent faire vacciner contre le corona. Et je pense en France, c'est 1 sur 2. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins. Et en plus, c'est un taux le bas en Europe. Mais il faut dire aussi que la gestion, enfin, c'était beaucoup moins strict en Allemagne. Enfin, il y avait des absurdités que je décris dans mon article, avec les auto-attestations aussi. Enfin, ça m'a toujours, enfin, ça m'a vraiment frappé et j'étais plutôt surpris que dans les médias français, c'était pas plus critiqué. Enfin, c'était comme quand Macron a annoncé le deuxième confinement et comme si les attestations, ça va de soi que ça va avec. Non, ça va pas de soi. Il n'y a aucun autre pays qui le fait. Il y avait des petites attestations en Italie pour le couvre-feu, mais ça, c'était juste dans la nuit. Mais de s'auto-attester que je vais aller m'acheter une baguette,
c'est quand même, ouais, c'est absurde. Quelquefois, il me manque même les mots tellement je trouve ça, ouais. Mais justement, pour permettre à notre public qui n'est pas seulement français et francophone aussi de comprendre un petit peu votre point d'observation, comment on a géré les confinements numéro 2 et numéro un aussi en Allemagne, compte tenu du fait qu'en Allemagne, on a eu comment dire, une diversification selon l'état dans lequel on se trouvait. Ouais, voilà. Oui, c'est complètement différent d'ici. Je dis pas que c'était pas l'idéal non plus. Il y a aussi beaucoup des gens qui ont souffert, les dépressions qui ont augmenté, la violence conjugale, tout ça. Il y a les mêmes signes de détresse aussi en Allemagne, quoique c'était beaucoup moins strict et je dirais beaucoup moins autoritaire. Par exemple, il n'y a pas de limite de se déplacer. Donc, au contraire, c'était encouragé de faire du sport, de faire du vélo. Il y avait beaucoup de pistes cyclables qui ont été créées, enfin, un peu comme à Paris. Là, elle a fait aussi, la maire Anne Hidalgo. Mais c'était plus le contraire de ce qui se passe ici, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis une cycliste dans mon loisir et je ne vais plus faire de vélo. Donc, c'est complètement impossible de le faire dans le périmètre de 1 kilomètre. Et là, c'était vraiment le contraire en Allemagne. Et là, cette fois-ci encore, pour le deuxième confinement, il y en a aussi en Allemagne. Donc, les bars et restaurants, ils sont fermés aussi. Mais c'est plutôt un appel à la population qui croit plus au gouvernement, donc ça marche aussi. Un appel de voilà, réduire au maximum les contacts dans le privé et tout ça, sans qu'il y ait des contrôles des policiers et sans qu'il y ait des attestations. Donc souvent, c'est quand même c'est drôle parce que quelquefois, quand j'explique la situation en France à mes amis ou collègues en Allemagne, avec les attestations, ça, c'est pas du tout compris. Enfin, il y a même des collègues dans ma rédaction qui, quand leur ai envoyé l'article, ils m'ont dit, mais tu es sûr que c'est toi qui signes les attestations, que tu sors de chez toi, enfin, des choses qui interrogent apparemment outre-Rhin plus qu'ici. Ouais. Et pour rester en Allemagne, comment a été vécu par les restaurateurs allemands la fermeture de leur activité par rapport à ce que vous avez vu ici en France? Ah, je pense là, la détresse est à peu près pareil quand même, parce qu'ils sont un peu dans la même situation. Eux aussi, ils ont des aides, mais c'est très compliqué pour eux pareil. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'ai entendu que ça va probablement durer au moins jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'au mi-janvier, je pense. En Allemagne, ça finira plus tôt, cette interdiction d'aller dans les restaurants. Donc, voilà, mais je pense la détresse dans les deux pays des patrons des bars et cafés, c'est comparable, j'imagine. Ouais. Oui, j'imagine aussi. Mais selon vous, on le dit souvent dans les médias français, moi je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais est-ce qu'il y a un élément aussi de discipline qui est différent par rapport à ce que vous avez vécu en France, en Allemagne, actuellement? Oui, ça c'est vraiment une question très, 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 très importante et intéressante, je trouve, parce que très souvent, ici, j'ai entendu de mes amis ou des gens que j'ai interviewés que oui, les Français et Françaises, il faut des lois strictes parce que sinon, ils ne s'adaptent pas, sinon, ils ne respectent pas les règles, donc il faut des amendes, il faut être très, très strict. Donc, du coup, ça m'a interrogée. J'ai cherché un peu dans les sondages, dans les chiffres, les statistiques pour trouver une preuve que vraiment les Français sont beaucoup plus réfractaires que les Allemands. Et j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est une sorte d'autocritique qui est dans presque tous les Français et les Françaises, et qui disent que oui, nous, on est mauvais, il nous faut punir carrément. Je sais pas, je sais pas si c'est transmis par l'école ou de génération en génération, mais en tout cas, il y a pas de preuves. Donc, ça, je trouve, c'est quand même important à se demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas juste une porte d'entrée très pratique pour toutes les hommes et femmes politiques pour dire oui, vous, il vous faut ça, puisque sinon vous respectez rien.
Et Je vous pense que pensez c'est pas pas? vrai. J'ai pas vu plus d'incivilité ici qu'en Allemagne, hein. Pour moi, Mais c'est justement, vous ne pensez pas que c'est dû aussi, par exemple, à la forme républicaine française, dans le sens que tout est un peu verticalisé, donc les décisions sont prises en haut et elles descendent vers le bas, alors qu'en Allemagne, déjà, on a la forme fédérale. Est-ce que ça peut avoir une influence, à votre avis? Je pense ça influence certainement sur l'acceptation des règles parce qu'on a l'impression que c'est les décisions sont prises dans un état très, très lointain. Enfin, que le discours sur les élites français qui sont loin des gens, c'était le discours aussi des Gilets jaunes, quand même un mouvement hyper important, je trouve, dans l'histoire de la France. Donc, je pense qu'il y a cet éloignement euh, entre le gouvernement et le peuple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'article était aussi titré avec le mot autoritaire, puisqu'il n'y a pas de concertation. Enfin là, je ne sais pas, je me rappelle qu'on avait débattu à l'Assemblée générale pendant des mois et des mois sur la limite de vitesse sur les routes. C'était défendu, débattu des heures et des journées et des nuits par les parlementaires. Et c'est une loi importante. Moi, je suis pour à côté de ça. Mais là, par rapport à ce qui est décidé maintenant, vraiment sur la vie des gens, le 24 heures sur 24, c'est réglé maintenant avec les lois du confinement. Et là, il n'y a pas de débat. C'est juste, je vois juste les titres maintenant. Oui, Jean Castex va s'exprimer la semaine prochaine sur le confinement. Donc là, tout le monde attend, on est nerveuse. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'on pourra acheter des jouets pour Noël ou pas? Est-ce qu'on pourra courir ou tout ça? Enfin, là, c'est décidé. C'est quand même des choses fondamentales et qui sont maintenant décidées dans un cercle le Conseil de défense où il y a aussi des officiers. Ça m'interroge aussi quel est le rôle du militaire là-dedans. Donc, c'est très préoccupant, je pense. Et c'est pour ça aussi que la confiance, elle est basse, puisque c'est pas une concertation, il n'y a pas de discussion. Oui, disons que effectivement, on a eu l'impression que par rapport à la discussion sur la limite de vitesse, ce confinement, les règles de limitation de la liberté sont passées comme une lettre à la poste, alors que on aurait pu effectivement les débattre. Mais ce n'est pas le seul pays, la France, qui a eu comment dire ce manque de passage parlementaire. Par exemple, en Italie aussi, on en a eu très peu. En Allemagne, quelle a été la situation? En Allemagne, il y a déjà le truc qui est souvent critiqué parce que c'est plus compliqué de se concerter au niveau des Länder. Mais moi, je trouve que c'est pas mal parce que comme ça, il y a plus de discussions. Hier, il y avait une réunion où les chefs des Länder dans les différentes régions en Allemagne n'étaient pas d'accord sur quelques points. Par exemple, est-ce qu'il faut avoir les masques obligatoires pour les élèves du primaire? Il n'y avait pas de consensus là-dessus. Mais au lieu de prendre une décision verticale, Angela Merkel a juste dit bon, on va ajourner et on se retrouve dans une semaine. Et ça, je trouve ça pas mal parce que là, on a toujours l'impression que tout est tellement urgent, on ne peut même pas en discuter. Et je pense que oui, là, il y a des choses extrêmement graves qui sont décidées. Il faut en parler. Et là, pour une fois, c'est un avantage. Le partage de pouvoir, la décentralisation qu'il y en a en Allemagne. Mais pour autant, dans d'autres pays européens, par exemple la Belgique a essayé de limiter le pouvoir, les pouvoirs spéciaux qui ont été attribués au gouvernement. Mais même la Hongrie, par exemple, qui souvent est très critiquée, a été l'une des premières de la fin du premier confinement qui est revenu à un état normal, disons, du passage parlementaire, etc. Est-ce que finalement cette crise nous dit que peut-être on a aussi des perceptions différentes entre Européens qui peut-être ne sont pas toujours justes, hein? Oui, 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 ça c'est sûr. C'est pas, comme je le disais, je pense que c'est pas juste que vous vous dites toujours que les Français sont pas sont très réfractaires au niveau de la loi. Je pense que ça, par exemple, c'est pas juste. Mais je pense aussi que là, pour le deuxième confinement, c'est aussi différent parce que pour le premier, c'est vrai qu'il y a une épidémie mondiale qui arrive comme ça. Tout le monde a eu peur. On savait pas ce que nous attend et tout ça. Donc, on a laissé faire beaucoup le gouvernement. Donc, le premier confinement, je vois aussi autour de moi
ça passait plutôt bien, mais que là, il y a le deuxième avec les mêmes restrictions, enfin, les mêmes, dans mon avis, les mêmes absurdités comme avec les attestations et cette limite de 1 kilomètre que serait fait. Et pareil, il n'y a pas de concertation. Ça marche, enfin, ça passe beaucoup plus mal que le premier confinement parce que là, c'est la reprise. On a l'impression que ça peut arriver une troisième, quatrième fois aussi. Pourquoi pas? C'est surtout parce que il faut pas oublier que nous ne pouvons pas sortir de kilomètres autour de notre résidence. Bien, on peut aller travailler éventuellement, mais il faut privilégier forcément le télétravail. Mais par exemple, nous pouvons passer les frontières plus facilement. Oui, Donc oui, oui. c'est un peu incompréhensible. Je reviendrai encore un instant à l'Allemagne parce que on a vu dans les médias français souvent des manifestations à Berlin, surtout des anti-masques. Est-ce que c'est un phénomène à prendre en compte ou c'est marginal à votre avis? Non, malheureusement, c'est pas marginal. Ça aussi, c'est préoccupant pour l'Allemagne parce qu'il y a les fausses rumeurs, surtout dans les médias sociaux, qui flambent. C'est un peu comme avec le Hold Up, le film qui a un grand succès en France et qui est plein de contre-vérités. C'est la même chose en Allemagne. Mais puisque le droit de manifester était moins restreint qu'en France, enfin, je pense que c'est un peu lié à ça aussi quand on voit moins de gens ici sur la rue qu'en Allemagne, mais il y a aussi un mouvement de contestation qui est alimenté encore par l'extrême droite en Allemagne. Elle n'a pas joué le même rôle que Marine Le Pen en France, parce que Marine Le Pen, elle était, on va dire, par rapport au corona, elle suivait quand même à peu près la politique du gouvernement, c'est-à-dire elle ne s'est jamais euh, positionnée contre le masque, par exemple, pendant que le AfD, l'extrême droite en Allemagne, elle a contesté dès le début les masques, la gravité du corona. Donc, c'était pas du tout le même discours. Donc, le mouvement s'est beaucoup alimenté en Allemagne par l'extrême droite. Et globalement, quel est le regard qui portent les Allemands, pas le gouvernement allemand, hein, les Allemands sur les Français? À part le fait que, bon, il leur dit que non, c'est pas vrai qu'ils sont réfractaires, comme avait dit Macron. Hein. Ouais, ouais. Enfin, normalement, je pense qu'il y a une sorte d'admiration quand même pour les Français qui luttent pour leurs droits. Enfin, je pense qu'il y a toujours les Allemands qui sont surprises des grandes manifestations et tout ça parce qu'il y en a beaucoup moins en Allemagne. Par exemple, contre le nouveau système de retraite ou les gilets jaunes, j'ai écrit beaucoup, beaucoup là-dessus parce que ça les a vraiment beaucoup intéressés, les Allemands. Donc, je pense les Français sont toujours vus toujours comme des petits révolutionnaires quand même, enfin des gens qui contestent un peu le pouvoir et qui le critiquent et qui font des manifestations. Ça c'est dans l'image globale, ça c'est sûr. Après, voilà, mais c'est un peu caricatural, mais c'est toujours vrai le bon vivant, bon manger et tout ça. Enfin, Le ça bon c'est vivre à vieux, la mais française c'est toujours très présent quand même. et Ouais. nous aimons bien en tant qu'étrangers en France. J'imagine que je partage un peu votre avis aussi. Ouais, ouais, ouais. Vous avez un point de vue, un point d'observation privilégié hein, en France en tant que journaliste étrangère. Si vous pouviez dire quels seront les 2 ou 3 moments clés des prochains mois en France, que vous diriez-vous, sans avoir la boule de cristal naturellement. Hein. Ah ouais, ouais. Ouh là là, ça c'est une question quand même, quand même pas facile, mais je pense quand même comme notre vie a tout, maintenant il est rythmé par les annonces du gouvernement quand même. Je pense que les prochaines euh, euh, les prochaines déclarations du Premier ministre ou de M. Véran sur le déconfinement ou pas, sur le Noël ou pas, seront décisifs. Si on voit déjà ici, moi j'habite dans le sud de la France, donc là à Nice et à Marseille, un peu dans les petites villes aussi, ça gonfle quand même les manifestations. Enfin, il y a de plus en plus des gens quand même qui contestent, les restaurateurs qui étaient plutôt silencieux lors du premier confinement. Je pense
ils perdent un peu la patience. Donc, à mon avis, les décisions qui seront prises pour la reprise seront très, très décisives pour les mois à venir et même pour les présidentielles, parce que je pense là, on est juste au début. Hein. Je pense le taux de chômage des gens qui doivent fermer leur commerce et tout ça, ça va être phénoménal, enfin, dans le sens négatif, je pense que ça va être énorme. Enfin, là-dessus, je suis assez pessimiste et donc, du coup, je pense qu'il y aura beaucoup de contestations, de détresse à gérer par le gouvernement. Donc, à votre avis, on aura un début de campagne très anticipé, disons, pour les présidentielles et très difficile comme campagne. Oui, 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 j'en suis persuadée. Enfin, là, il y a pas beaucoup plus qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore 16, 17 mois jusqu'au présidentiel. C'est pas beaucoup. Et tout va se jouer si les gens vont bien survivre cette épidémie ou pas. Si après toute une branche culturelle est morte, c'est sûr qu'eux, ils vont pas voter pour Macron. Donc, mais je pense que la chose la plus importante pour les élections, c'est maintenant, on sait déjà, on connaît un peu le style de politique de Macron, on connaît Marine Le Pen, mais on connaît pas du tout les adversaires. Enfin là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui s'est déclaré, mais je pense qu'il y aura peut-être aussi un autre candidat de gauche ou de vert, peut-être Anne Hidalgo, enfin on ne sait pas, mais ça va être décisif sur le débat après, parce que si on se retrouve dans le même duel entre Macron et Le Pen, je pense que ça c'est pour beaucoup de gens, ils ne s'y retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre, et ça va être dramatique, je pense, pour la participation et pour le moral des Français si on arrive au même duel qu'en 2017. Et le fait qu'on aura des élections régionales décalées au mois de juin, est-ce que vous pensez que cette élection de mi-mandat, entre guillemets, pourrait parasiter celle présidentielle et législative aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi des législatives. Oui, certainement, il y aura déjà dans une campagne de pré-présidentielle, il y aura des annonces et c'est vrai que du coup, comme c'est décalé, c'est très proche des présidentielles. Donc, pour ça, c'est un peu dommage que c'est décalé parce que du coup, ouais, ça se, comment dire, Ça il se y a les deux. superpose. Voilà, ils se superposent, c'est les deux en même temps. Et souvent, c'est pas très bien pour le débat parce qu'on discute des autres choses que ce qui sera décidé finalement au niveau des régions. Donc, ouais, mais je suis sûre que dès qu'il y a des confinements et peut-être aussi les vaccins, peut-être qu'on est un peu sorti de cet épisode de l'épidémie, on sera tout de suite dans la campagne présidentielle. Une dernière chose, vous êtes occupé aussi des sujets liés à l'environnement parce que je rappelle que vous êtes la co-auteur d'un livre qui s'appelle, dont le titre est en allemand, Die Klimaschutzlobby. Je m'excuse pour la prononciation de l'allemand, mais qui est traduit en français, voudrait dire les lobbies de la pollution climatique, n'est-ce pas? Ouais, 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 ça peut faire. Merci. Euh, que vous pensez que les Français ont changé leur point de vue sur l'environnement avec cette crise? Je pense avant ils ont déjà changé puisque longtemps c'était pas beaucoup débattu la crise climatique en France, je pense, et ça a changé un peu avec les mouvements, les mouvements des jeunes, le Fridays for Future, par exemple. Et là, oui, là c'est un peu en arrière-plan parce que là on parle des vies et des morts, du confinement, non confinement, donc c'est des choses qui sont existentielles là maintenant. Mais je pense que ça va revenir. Enfin, par exemple, j'habite pas loin des grandes inondations qu'on a eues dans le sud de la France lorsqu'il y avait eu les grosses pluies en octobre. Et là, il y a des vallées entières, on n'en parle pas beaucoup parce que voilà, il y a d'autres actualités, mais il y a des vallées entières qu'il faudrait reconstruire et on ne sait pas comment, parce que on sait que les phénomènes climatiques comme ça vont réapparaître beaucoup plus souvent dans le futur. Donc, je pense par la force des choses, par la force des événements, comme les grands crus là, ça va revenir dans le centre d'intérêt. Et ce changement d'attitude vis-à-vis de l'environnement, vous pensez qu'il aura aussi des impacts sur l'économie locale, par exemple?
Ouais, j'espère. Enfin, je sais que lors du premier confinement, on avait beaucoup parlé de la production locale, de la rénationalisation même. Et il y a beaucoup plus de gens qui s'achètent maintenant les paniers de légumes des alentours, par exemple. Donc, il y a des indicateurs pour cela. Mais là, on en parle moins. Donc, il y avait aussi ce discours de Macron où il parlait du monde d'après, que tout doit être, enfin, beaucoup plus doit être produit en France. Et aujourd'hui, on ne trouve que des petites miettes. Enfin, par exemple, de dire que tous les médicaments devraient être euh, faits en France, qu'il avait dit à un moment. Là, on parle que de Doliprane et ça, c'est dans quelques années. Donc, je pense le changement, en tout cas, ce qui est décidé à Paris, il est très petit, mais néanmoins, je pense que les citoyens, ils ont envie de changer ça un peu, de se réapproprier les produits qu'ils consomment. Notamment les livres, parce que beaucoup de personnes qui nous suivent sont des lecteurs et espèrent que les librairies rouvrent rapidement. J'espère Ah que oui, ça serait logique pour une fois. en Allemagne, elles sont fermées, les librairies? Non, ils sont ouverts. Ouais. Dans tous les Länder. Dans tous les lenders, ouais, ouais. Mais Ah. les autres commerces aussi sont ouverts. Et moi, par exemple, c'est vrai que j'avais entendu une sociologue allemande qui disait que oui, normalement, on aurait dû fermer les grandes surfaces et ouvrir les petits commerces. Parce que là, on a les gens qui se bousculent dans les grands supermarchés. Souvent, ils se bousculent pour la malbouffe qui est importée de quelque part dans le monde. Et si on veut la santé et les collectivités, enfin les producteurs locaux, ça aurait été mieux d'ouvrir ou laisser ouvert au moins les commerces locaux. Mais bon, ça je pense que c'est même pas sûr qu'ils vont ouvrir le 1er décembre, d'après ce que j'ai compris pour la France. Ça va être un sujet à suivre effectivement dans les prochains jours. Espérons en tout cas qu'on puisse trouver une solution pour les commerces de proximité, mais aussi donc aussi les librairies, mais aussi les coiffeurs, les restaurateurs Ouais. et tous ces secteurs qui effectivement fait la qualité de vie que nous connaissons et qui est importante pour l'économie locale et pour le tissu social. Je vous remercie, Annika Joeres, pour le temps que vous nous avez consacré. Je rappelle que vous êtes la correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Die Zeit et que vous avez publié récemment un article dédié justement à l'absurdité des règles du confinement en France. Un article que vous pourrez trouver dans notre article et vous pourrez trouver aussi le lien pour votre livre dédié justement au lobby de la pollution climatique. Merci encore, merci à notre public et au prochain rendez-vous avec Putsch Media. Au revoir.